Bien, on repart. Alors, l'autre sujet, c'est la Chine, en fait, non Oui. Très gros sujet. Ouais. En fait, économiquement, c'est effectif, et peut-être même politiquement, géopolitiquement, mais en tout cas, économiquement, c'est sûr que c'est le sujet planétaire de 2023. Je reçois régulièrement ici Laurence Daziano, qui donc connaît très très bien le sujet, vient nous voir, etc. Et donc la dernière fois, on discutait du zéro Covid, de ce qui se passait, hein, et elle disait, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il n'a pas de vaccin, il n'a pas le choix, il est obligé de faire comme ça et tout. Et il avait un autre choix, c'était finalement laisser mourir tout le monde. Quoi. Ouais, parce que... ouais. Mais non, mais c'est terrible, mais c'est ça, c'est complètement dingue. Ouais. Bah, en fait, je pense qu'on parle parfois de pivot pour des politiques de banque centrale. Là, le pivot Covid, il a été juste extraordinairement spectaculaire. On est passé du zéro Covid à tout Covid. Voilà, à 100% Covid. Le pari des autorités chinoises étant que ça va passer très vite et qu'en fait, à la fin des vacances du Nouvel An chinois, c'est-à-dire autour du 25 janvier, tout ça sera derrière eux. 1 million de morts, immunité collective. Et on passe à autre chose. Et en fait, le diagnostic, c'est que la pression à la fois économique et sociale devenait telle, puisqu'on a quand même eu des émeutes filmées où on avait des citoyens qui ont détruit des stands Covid en criant à la démission de Xi Jinping. C'est quelque chose de totalement ahurissant pour la Chine. Et donc, face à ça, les autorités ont complètement basculé. Et toute la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ce pari va être gagnant? C'est-à-dire qu'effectivement, on n'aura pas de nouveaux variants plus dangereux et qu'on sera sur une immunité collective extrêmement rapide. Enfin, gagnant, attention, parce que ça veut dire 1 million de morts quand même. Enfin, gagnant, mais... économiquement, oui, économiquement. Oui, voilà, c'est quand même d'un cynisme ahurissant. Si je veux même pousser encore plus loin de cynisme, vous savez que la Chine, c'est le 5e pays le plus vieux du monde. En fait, en laissant courir totalement le variant, vous réglez une partie de vos problèmes de dépendance et de système de vieillesse chinois, puisque c'est essentiellement les plus de 80 ans qui sont touchés. Voilà, comme ça, dans votre pyramide, vous réglez une partie de votre problème de votre pyramide, une pierre deux coups. Et puis ensuite, vous pouvez gentiment passer à autre chose et inaugurer l'année du lapin d'eau avec les... C'est l'année du lapin d'eau ? C'est l'année du lapin d'eau, exactement. Et le lapin, c'est... Je sais pas ce que c'est, moi, un lapin d'eau. Alors, le lapin, l'eau, c'est... l'année dernière, on était en tigre d'eau, l'année prochaine, on sera en dragon d'eau. Mais le lapin, c'est le signe qui est le plus adaptable dans la cosmogonie chinoise. C'est celui qui, en fait, sait identifier les dangers, s'adapte, et c'est pour ça que c'est un symbole de paix et de longévité en Chine. C'est pas du tout un symbole d'énergie, contrairement au tigre dont on sort et au dragon qu'on va avoir en 2024. C'est justement s'adapter face à un inconnu pour conserver la prospérité. C'est intéressant que justement ils veulent commencer cette année qui sera le 23 janvier, veulent commencer cette nouvelle année lunaire en disant on s'est adapté. C'est un peu tous les discours qui sont en train d'être tenus en ce moment. On s'est adapté et donc on va pouvoir continuer notre rêve chinois en ayant évidemment laissé un certain nombre de personnes sur le bord du chemin et dans les hôpitaux. On commence à lire des avis à droite à gauche d'experts qui disent ils jouent avec le feu. Là, ils jouent vraiment avec le feu. Oui. Oui, non, mais c'est clair que politiquement... On peut penser ce qu'on veut de ses grands-parents, mais enfin, même plus pouvoir, parce que là, tu peux même plus rentrer dans l'hôpital. Son capital politique est très certainement largement abîmé aujourd'hui, puisqu'il était, et si je reprends les mots que tu donnais de Laurence Daziano, totalement associé à cette politique de zéro Covid, de protection de l'être humain, de protection de la vie. Et là, on jette tout ça par-dessus bord avec... une espèce de cynisme assez considérable. Et tout ça parce qu'ils refusent le vaccin aussi. Ils refusent le vaccin occidental. Exactement. Et donc, il y a eu d'ailleurs des médias qui ont rapporté que les riches chinois se ruaient vers Macao. Parce qu'à Macao, il y a du Moderna, du Pfizer. Il y a le Pfizer, ouais. Voilà, pour bénéficier des vaccins Pfizer. Et donc, là aussi, en termes de cohésion sociale, c'est un véritable sujet. Donc, il faut absolument que ça se termine vite et que l'économie reparte très rapidement pour dire oui, au moins je vous ai garanti, moi le Fils du ciel, je vous ai garanti la prospérité. C'est ça qui est très important. Si ça ne se passe pas, alors effectivement, politiquement pour lui, ça va être très compliqué. L'administration n'est pas encore en place, puisque l'administration liée du dernier congrès sera en place autour du 15 mars. Donc en ce moment, on est un peu dans une vacance de pouvoir. Il y a encore les anciens qui sont là, mais pas encore les nouveaux. Et qu'est-ce que ça donne pour nous alors à ce moment-là ? Parce que si c'est compliqué pour lui... Alors, là, il y a une mécanique, j'avoue que il faut que tu m'expliques un peu, que je suis en train de voir à droite à gauche, en fait, de relance de l'inflation.
Oui. Alors, explique-moi, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, tu avais exprimé devant les téléspectateurs ta conviction que l'inflation allait s'effondrer. Absolument. Tu nous donnais justement indicateurs avancés, non pas indicateurs retardés, les coûts de production en Chine, qui étaient en train effectivement de s'effondrer. Ouais. Pourquoi est-ce que là, tu aurais une relance de l'inflation autour de ce qui est en train de se passer en Chine? En fait, tout simplement parce qu'on va avoir beaucoup plus de consommation de matières premières. Et donc, justement, ces indicateurs avancés en termes d'intrants dans l'économie chinoise et d'intrants dans l'économie mondiale, le coût va progressivement remonter. C'est ce qu'on voit depuis quelques jours sur les métaux industriels, sur le prix du pétrole. On était au plus bas et on est en train de remonter. L'important pour la Chine, c'est surtout de ne pas tomber en déflation. C'est-à-dire que on sait qu'on l'a beaucoup oublié parce qu'aujourd'hui tout le monde a agité le drapeau de l'inflation en disant c'est horrible, mais la véritable mécanique qu'on n'arrive pas à briser, c'est la mécanique déflationniste. C'est absolument dramatique pour un pays d'être dans une atrophie progressive de sa richesse produite. Et donc il faut absolument contrer ça. Et donc la Chine sait que si on veut avoir une prospérité partagée, il faut avoir un minimum d'inflation. En tout cas, il faut contrer la déflation. Or, la Chine aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs, elle n'est pas loin de tomber en déflation. On a des indicateurs de CPI chinois qui sont à peine à 2%. Et les indicateurs de prix à la production... Mais pourquoi ça? Parce que l'économie s'est arrêtée? Parce que l'économie s'est arrêtée. Pas à relancer la machine? Non, mais parce que l'économie s'est arrêtée. Oui, mais là, tout va repartir, justement. C'est le pari, en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Parce que les indicateurs des fameux directeurs d'achat chinois sont sortis ce matin. Très tôt ce matin. En fait, on est à des niveaux qui sont entre 40 et 42. C'est-à-dire, on sait qu'à 50, on est à la limite entre l'expansion et la contraction. Entre 40 et 42, on est à des niveaux... Ça, c'est nous, 2008-2009, ça. Exactement. Ouais. Ils sont à des niveaux de profonde récession, quasiment de la dépression. Donc, il faut surtout changer ça. Ouais. Surtout changer ça. Et ça fait un certain temps que ça dure en Chine. Donc, il faut pas, là aussi, que ça s'ancre dans les anticipations en disant, de toute façon, nous n'en sortirons jamais. Et que toute cette population jeune chinoise qui a été formée dans les universités, dans les écoles depuis 10 ans, et biberonnés au nationalisme en disant notre modèle c'est le meilleur. Avec une garantie d'emploi à la sortie. Ils se retrouvent avec 20% de chômage dans les grandes villes. Tout à fait. Il y a un vrai problème quand même. Voilà. Donc là, il faut absolument, c'est vital pour l'économie. Là, c'est ça aujourd'hui, le taux, c'est 20% de chômage dans les grandes villes. Dans les grandes villes, c'est ça. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Entre 20 et 34 ans. Donc c'est un énorme sujet. Donc là, effectivement, son sujet, c'est cette survie-là, elle est plus importante que le Covid. Et pour nous, donc relancer la machine à toute force. Et donc donc pour nous, s'il réussit son pari, ça va dépendre de l'équilibre qu'il va trouver. C'est-à-dire que si effectivement on a une poussée trop forte des matières premières, ça risque de relancer l'inflation chez nous. Si en revanche on a juste un retour à la moyenne à un certain nombre de matières premières, il faut savoir que par exemple le bois de construction l'année dernière a baissé de 67%. Donc c'est un véritable effondrement. Donc si on arrive à se stabiliser, à peu près peut-être faire plus 5%. Globalement, ça serait plutôt très positif pour éviter le scénario dramatique d'une récession mondiale que le FMI est en train visiblement de concocter, là, puisque sa directrice générale donne des interviews en ce moment en disant on va aller vers une récession. Le monde va rentrer en récession. Ouais. Ce qui est effectivement plutôt plus rassurant compte tenu du parcours de prédiction du FMI, qui en général se plante royalement. Mais donc peut-être encore va-t-elle réussir. Non, mais je rappelle que pendant la pandémie, juste après la pandémie, en 2020, il nous a dit que 2020, c'était une année de récession mondiale absolument dramatique. Bon, 2020, c'était une année finalement exceptionnelle. 2021, tu dis? La fin de 2020 est exceptionnelle. Ah oui. Et 2021 est exceptionnelle. Donc là, on est véritablement dans ce sujet-là pour ce fameux scénario de soft landing, d'atterrissage en douceur de l'économie que tout le monde voudrait, c'est-à-dire baisse de l'inflation, désinflation, pas déflation, mais désinflation. Donc le redémarrage en Chine qui ne mettrait pas le feu à l'ensemble des matières premières et des produits énergétiques dont on a besoin. C'est le scénario que j'aimerais bien pour cette année 2023. C'est quand même mon scénario central. Et c'est ton scénario central. Ouais, aujourd'hui, oui. Ouais. Après, ça peut tomber d'autre côté, mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui est en train de se passer, maintenant qu'on est au tout début de la relance chinoise, donc on n'est même pas encore en train de... C'est en train de donner peut-être des signaux pas trop mauvais, effectivement de stabilisation économique et de désinflation, ce qui pourrait être très bon, à la fois pour l'économie, puis aussi pour les marchés financiers, c'est un peu mon métier aussi. Et très cyniquement, c'est pas notre intérêt qui se plante.
Non. C'est-à-dire, c'est pas notre intérêt que tout ça tourne vinaigre et qu'il y ait une vraie situation de révolte au cœur de la Chine. Sauf si on pense que seule cette situation de révolte pourrait permettre d'éviter une action envers Taïwan. Ça, c'est le scénario géopolitique. Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, plus ils sont affaiblis, oui, ça c'est clair. Voilà, ils ne vont pas non plus lancer sur tous les fronts. Mais non, c'est certainement pas notre intérêt. Bertrand, comment tu regardes ça ? Oh, j'ai pas de. Ouais, tu regardes ça comme moi. Voilà, c'est ça, on s'instruit. Oui, tout à fait, on s'instruit. C'est très intéressant. On s'instruit. Non, moi, ce que je vois au niveau du marché du travail, c'est qu'il va y avoir un pic d'inflation en France, si j'ai bien compris, courant janvier. Ouais. Pas un pic, je ne sais pas si ce sera un pic, en tout cas, l'inflation. Enfin, en France, oui. Il y a de bonnes raisons de penser, d'après l'INSEE, que voilà, ça devrait redescendre un peu après. Peut-être pas beaucoup, mais il y aurait un pic en janvier. Ça va correspondre à la fois aux annonces politiques sur les retraites. Ça va être le moment aussi des négociations annuelles obligatoires dans les entreprises qui ont commencé en décembre et qui sont assez tendues. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, les salaires réels sont en train de baisser. Enfin, sauf au niveau des bas salaires. Au niveau des bas salaires, mais c'est un vrai sujet, ça. Mais au niveau des classes moyennes, et évidemment au-dessus, les salaires diminuent. Oui. Et en fait, le pouvoir d'achat ne se maintient, en France d'ailleurs, contrairement à beaucoup d'autres pays, que parce que l'État compense par les finances publiques. Mais ça va avoir une fin. Et sauf à ce qu'on imagine que le prix de l'énergie va baisser fortement, on va avoir un problème de pouvoir d'achat sur 2023 probablement. Sauf si l'État continue effectivement à compenser ad vitam aeternam. Mais il y a un moment, le réveil va être assez compliqué probablement. Voilà. Et alors peut-être avec un paroxysme au mois de janvier, et ça tombe mal parce que c'est un moment de troubles sociaux par ailleurs. Voilà. Mais effectivement, le sujet là, alors c'était juste avant les fêtes, ça. Je crois que c'était la PEC qui avait dit ça, que les salaires des cadres ne suivaient pas du tout. Tu avais un rétrécissement supplémentaire des écarts salariaux. Oui, tout ça c'est un vrai sujet, pour plusieurs raisons. C'est essentiellement parce que les négociations salariales sur les cadres sont beaucoup plus individuelles et beaucoup moins déterminées souvent par des minima de grilles salariales. Donc les grilles salariales sont revalorisées lors de discussions, mais pas en ce qui concerne les cadres. Voilà. Donc en fait, vous avez il y a le pouvoir d'achat au niveau du SMIC qui est totalement protégé. Ensuite, vous avez celui des classes moyennes qui est en partie sauvé par des hausses de grilles dans les branches professionnelles, en partie seulement, donc il y a une baisse, mais voilà. Puis vous avez les cadres. La classe moyenne, tu la mets où ? Tu la mets à 2 500 € par mois, quoi. Oui, quelque chose comme ça. Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Et puis vous avez évidemment les cadres qui, eux, sont beaucoup moins bien protégés par les baisses de salaire. Alors là où les cadres s'en sortent mieux, c'est qu'ils sont moins impactés. Ça résulte aussi des travaux de l'INSEE. Ils sont moins impactés par la hausse des prix de l'énergie. Voilà. Donc ils gagnent de ce point de vue-là, ils y gagnent. Voilà. Mais c'est-à-dire que l'inflation ressentie par les cadres n'est pas les mêmes que l'inflation des premiers déciles. Mais enfin, quand même. En termes de salaire réel, oui, clairement. En termes de salaire réel et en termes d'encouragement, donc c'est la principale injustice de notre pays demeure le déterminisme familial. Enfin bref, encouragement à sortir par le travail de sa condition et de sa situation, c'est dévastateur. C'est pour ça que je rebondis sur le mois de janvier. Le fait que l'inflation, semble-t-il, augmente au mois de janvier par rapport au dernier mois, c'est vraiment le plus mauvais moment, probablement. Ce qui sera paradoxalement en total décalage avec le reste de l'Europe. C'est ça qui va être fou. Oui. C'est qu'en fait, comme on a cassé le signal prix par un certain nombre d'éléments en France, forcément le signal, alors même si effectivement on est aidé, on a plutôt de la chance de ce point de vue, le gouvernement a plutôt de la chance, on est aidé par la baisse des matières premières qui va faire en sorte que on va pas avoir le pic à 17% qu'ont connu les Pays-Bas. Mais quand on regarde par exemple les Pays-Bas qui sont l'économie probablement la plus ouverte, et qui s'en sort très bien d'ailleurs, de l'Union européenne, en septembre on était à 17,7% d'inflation, en octobre on était à 14,4%, et en novembre, on n'a pas encore les chiffres de décembre, on était à 9,9. Voilà, quand on voit la pente, c'est juste impressionnant. Nous, par contre, on était à 5,9, 6,1, 6,7. Et puis là, c'est la fin du bouclier énergétique. Exactement. Oui. On va se prendre les 15%. Et ça, tu vois, on parlait tout à l'heure des retraites et de la difficulté à communiquer et tout, mais ça, le truc où, à mon avis, ils peuvent vraiment... Donc, j'avais pas conscience du chiffre. J'ai lu ça dans le Figaro ce matin. Je vérifierai, mais je leur fais confiance. Depuis 3 ans, notre ratio de dette sur PIB a augmenté 2 fois plus que celui de l'Allemagne. En gros, on a augmenté de 16% notre ratio de dette sur PIB. Les Allemands 8, la moyenne de la zone euro 6,3. Donc évidemment, pour avoir...
qui en a conscience ? Personne. Enfin, qui peut donner ce crédit au gouvernement de dire machin ? Personne. C'est ahurissant quand même. La contrepartie se voit dans le pouvoir d'achat des ménages. Oui, mais néanmoins. Progresser en pleine récession. Voilà, mais personne ne le. Oui, c'est ça. Et donc effectivement, comme on a cassé effectivement un certain nombre de signaux économiques et que l'euro nous aide aussi à casser. Mais ils n'en gagnent même pas le fruit politique. Non. C'est ça qui est compliqué pour eux quand même. Hein. Ils n'en gagnent même pas le fruit politique. C'est pas totalement vrai si on raisonne en opportunité. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui s'est passé au moment de la crise des Gilets jaunes, ce qui a été lâché comme argent... Une dizaine de milliards. Ça a évité juste une énorme crise de régime. Ouais. Et donc, effectivement, le gain politique a été de ne pas voir s'effondrer la République. Oui. Parce qu'à l'époque, autour de la table, on était certains à se dire mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir sans dissolution, etc. Le régime a tenu finalement sans trop de dégâts, au prix d'un endettement effectivement absolument considérable. Et la fin du premier quinquennat de Macron et la fin du Macron réformateur de 2017, c'est décembre 2019 et le fait que je lâche l'argent. Oui, mais c'est rien ce qu'il lâche à ce moment-là. Il lâche une dizaine de milliards. Mais c'est le début. C'est le début du barrage qui saute. D'acheter la paix sociale. Et donc après, c'est le quoi qu'il en coûte. Voilà. Et après, on dit que ça y est, c'est bon. C'est pour ça qu'il faudra voir, pour revenir sur le sujet, il faudra voir quand même dans le détail si dans les annonces du gouvernement, il n'y a pas des petites friandises, éventuellement très coûteuses. Enfin, il faudra voir. Je ne crois pas du tout au système. Simplement, on remonte à 65 ans. Un trimestre par an pour tout le monde. Voilà, j'attends d'avoir la totalité du paquet. Voilà. Un peu comme ce qui s'était passé effectivement la précédente réforme, où on n'y comprenait tellement plus rien qu'en fait. La précédente réforme, parce qu'il y avait tellement de. La seule chose que j'avais fini par comprendre, c'est que après de multiples péripéties, la réforme était globalement à peu près équilibrée budgétairement, au sens où elle ne rapportait plus rien. Elle ne rapportait plus rien. Voilà. Et donc là, à quoi tu penses ? Tu as des idées en tête sur les petites choses qu'il pourrait y avoir et qui pourraient je ne sais pas ce qui va permettre de sortir sur la pénibilité, mais ça peut coûter rapidement très très cher. Par exemple. Donc là, effectivement, pénibilité, belle usine à gaz... C'est 9 critères qui ont été ramenés à 6, c'est ça 10 ramenés à 6, notamment tous les critères de posture, etc., qui sont très très compliqués à mesurer, tout ce qui est aussi vibration, etc., très donc compliqué. Il faut le noter tout au long de la vie. Voilà. Et donc le remettre là-dedans. Oui, alors on peut imaginer des choses peut-être moins administratives, mais il faudra regarder ce qu'ils font sur les carrières longues aussi. Hein. C'est pas un détail, les carrières longues. Voilà, faudra voir comment les curseurs sur les carrières longues évoluent aussi. Oui, mais par rapport à ce qu'on dit, ça va nous permettre de clôturer là-dessus. J'ai compris à vous entendre tous les deux, et c'est très intéressant, qu'en fait, le théâtre d'ombre syndicalo-politique n'avait aucune importance. Donc, ces points de détail que tu nous donnes là, c'est les syndicats qui vont aller les identifier, ce sont des trucs complexes, c'est pas ça qui peut changer la donne par rapport à ce que vous décriviez de colère sociale qui pourrait se lever, quoi. Non, mais ce sont les habitudes de négociation. Oui. Et en fait, les habitudes de négociation sont très profondément ancrées dans le cortex. Ça fait partie du théâtre. Je donne des choses à la fin. Le fameux grain à moudre, là. Même si ça ne sert à rien. Marc Blondel, ça, le grain à moudre. Marc Blondel. Même si ça ne sert à rien. C'est ça qui est tout le paradoxe. Oui, alors après, l'incertitude aussi, c'est sur l'habileté ou pas dont fera preuve le gouvernement pour marketer, pour vendre ces friandises. C'est-à-dire que le bon timing. Ils peuvent aussi les présenter de manière très pédagogique en expliquant rassurez-vous, une grande majorité d'entre vous ne partira avant 65 ans, je vais vous le démontrer. Et voilà, il faut regarder. Mais peut-être que je me trompe totalement et qu'on va avoir une réforme particulièrement hard. Mais bon, il y a aussi le scénario intermédiaire où l'annonce est très très hard et que, comme pour la réforme avortée de 2019-2020, il lâche tout un tas de choses catégorielles, notamment sur les fonctionnaires, les catégories actives, etc. Voilà. Et ça peut coûter cher. Les animateurs de radio-télé. Pas sûr. Et ça peut coûter cher. On n'a pas eu le temps, on en parlera demain. La Banque Centrale Européenne va réduire son bilan. Elle a déjà réduit le mois dernier de 500 milliards. Voilà, c'est ça. Mais donc ça veut dire qu'en plus, il n'y a même plus le soutien. Là, on peut pas penser qu'il va y avoir le soutien de la BCE pour aller continuer à nous aider à financer tout ça. C'est-à-dire le réveil dont parlait à la fin de l'année, c'est pas impossible. Ah, oui, c'est ça.
à un moment donné, on en je disais, quand les marchés hurlent, même les banques centrales écoutent. Ouais, ça. Bon, on verra ça, mais on continuera demain cette discussion très intéressante. Pas avec vous, je vous rassure, mais je vous libère. Mais nous, on sera là et on reparlera de tout ça sur Bismart. Donc, à demain et bonne soirée à tous.